Bonjour à tous, salut Sébastien, Sébastien Venturini. On te connaît surtout à Barcelone pour avoir été le patron de Weekend Desk, mais parmi les nombreux centres d'intérêt qui t'animent, il y a ce qu'on appelle les bouquins de développement professionnel, qui sont des bouquins de conseils en business. On en connaît tous plein, il en existe des milliers. Et moi j'avais une question plutôt double, qui est pourquoi est-ce que ces bouquins-là de développement professionnel marchent bien et surtout qu'est-ce qu'ils racontent de nos problèmes du coup et à quoi ils répondent, nos problèmes d'organisation, de discipline, de stratégie et comment est-ce que toi tu abordes, on va dire, cette industrie du bouquin de développement professionnel. Salut Guillaume, merci de m'accueillir. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, pourquoi les livres de développement pro fonctionnent? Il y a très souvent cette recherche de promesses de transformation rapide. En gros, j'ouvre un livre, je le lis, je le referme, et ça y est, ma vie a changé, mon business a changé, les ventes débordent, les clients sonnent à la porte en disant s'il vous plaît, achetez, prenez mon argent, j'ai absolument besoin de votre service. Donc c'est absolument cette recherche de transformation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un effet mode d'emploi. Quand je suis perdu face à une situation, typiquement, je n'ai pas assez de clients, mon marketing n'est pas à la hauteur de mes attentes ou d'autres éléments, j'ai besoin d'un mode d'emploi. Et bien souvent, là, j'ai accès à une bibliothèque de modes d'emploi qui devient ultra riche. Ce qui crée d'ailleurs un problème. C'est-à-dire que est-ce que je prends le mode d'emploi 1, 2, 3, 5, 10 et c'est sûr que quand on est dans un état de stress, aller chercher dans un livre, déjà, il faut chercher quel livre. Il faut le lire, il faut en tirer les enseignements et il faut les appliquer. Donc autant dire que la chose n'est pas évidente. Maintenant, qu'est-ce que ça révèle de notre société, le fait que ces bouquins fonctionnent autant? Comme je le disais tout à l'heure, il y a une recherche d'amélioration et tendre vers un soi meilleur ou une entreprise meilleure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aller prendre des raccourcis. On se dit, je vais galérer, il y en a d'autres qui ont galéré avant moi. Il était pertinent de prendre les raccourcis plutôt que de me prendre les mêmes bûches que eux se sont pris. On gagnerait du temps. Tout le monde gagnerait du temps, indéniablement. Ensuite, il y a la fascination pour les success stories. Quand il y a quelqu'un qui a réussi à transformer son business en très peu de temps, on a tous envie de connaître sa secret sauce. Ouais. Et quand il la donne, on a tous envie de se jeter dessus. Ce qui amène d'ailleurs des grands phénomènes de tendance où tout le monde fait les mêmes choses à peu près au même moment ou avec un peu de décalage. C'est-à-dire qu'il y a le succès d'un marketing d'influence, il y a le succès d'un marketing inbound, il y a le succès d'un marketing outbound, etc. etc. Ouais. Et enfin, il y a aussi la quête de l'indépendance. Quand je lis un livre, je veux être seul. J'ai besoin de personne. J'ai les clés entre mes mains. Ça dépend du livre que je vais lire, mais je suis seul face à mes propres responsabilités. J'ai tout choisi tout seul. Et donc, je cherche cette indépendance et cette autonomie pour développer mon savoir. Et un peu en lien de ça, est-ce que tu crois qu'on lit ces bouquins, il n'y a pas un espèce d'effet de soulagement dans la lecture où finalement on va un peu projeter contre le livre ses propres problèmes, ses propres questions? Parce que si on va vers ces bouquins, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bon, on verra si on arrive à appliquer les recettes. Mais le moment même de la lecture, est-ce que le shoot de dopamine qui t'envoie n'est pas aussi là pour te soulager de quelque chose? Alors, très souvent, quand on décide d'acheter un bouquin de développement business ou d'un sujet très spécifique, c'est souvent que ça révèle qu'on a un problème ou qu'on est insatisfait de la situation dans laquelle on se situe. Donc, ça sous-entend qu'on vise un objectif. Donc, quand j'achète un livre, c'est pour résoudre un problème. Ouais. Maintenant, la question de la dopamine, c'est souvent, si je lis ça, je me sentirai mieux, ce qui arrive très souvent en réalité. C'est-à-dire qu'à la fin de la lecture d'un bouquin, on se sent génial parce qu'on a été projeté dans une success story, on a été projeté dans une autre réalité et on se dit c'est fantastique. Sauf que bien souvent, quand on se réveille le lendemain, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, il s'agit de comprendre le pourquoi. Il y a deux pourquoi. Le premier, c'est que dans cette recherche de dopamine, il y a surtout on est des êtres humains qui aimons entendre et raconter des histoires. Donc on aime être plongé dans une histoire. On aime être plongé dans une autre réalité. On aime être plongé dans le succès de quelqu'un d'autre ou dans le succès d'une autre entreprise qu'on peut jalouser, envier ou simplement désirer. Donc on se dit, j'aimerais avoir le même succès
Richard Branson, par exemple. Par exemple, enfin, c'est plutôt un bon exemple. Donc on se dit, bah, j'aimerais faire comme lui. Et donc on rentre dans cette histoire. Donc ça, c'est le premier point. On est piloté par nos émotions. Et le second, et ça c'est un des problèmes fondamentaux des bouquins, c'est la mise en application. C'est-à-dire que tant qu'on considère ces bouquins non pas comme un mode d'emploi, mais comme un film, une série, on l'a consommé. Voilà, c'est ça. Ouais. On a consommé un livre, on a consommé son contenu, et en fait, on a passé un bon moment. Ouais. En réalité, souvent, on a passé un bon moment quand on a lu un bouquin. Parce qu'ils sont généralement faits pour être simples à lire. C'est pas de la philosophie, c'est pas Kant, c'est des bouquins qui sont un peu easy reading, comme il y a du easy listening. Oui, parce que ne retirons pas ça aux auteurs. Les auteurs, leur objectif, c'est bel et bien de tenir la main au maximum de leurs lecteurs pour leur dire voilà comment j'ai fait, voilà les embûches face auxquelles j'ai été confronté. Surtout, ne tombez pas dans celle-ci, voilà ma checklist. Ouais. Donc, il y a quand même ce côté un peu mis à la portée des lecteurs. Mais donc, le point principal, c'est que tant qu'on considère qu'on a lu un bouquin en se disant c'est bon, j'ai tout intégré, la réalité terrain est tout autre. Ouais. Si je sors du bouquin pro, je peux lire autant de bouquins sur le golf, le poker, le surf. Ouais. Si je n'ai pas touché des cartes, un club de golf ou une planche de surf, on va vite se rendre compte que c'est une cata. Hein. Donc, lire sans action, on a juste passé un bon moment. Ouais. Quoi. On s'est projeté en tant que surfeur professionnel. Et donc, forcément, c'est un peu la blague que je te disais en préparant cet épisode, c'est que ça marche surtout pour les auteurs, cette industrie, et comment ça marche pour le lecteur une fois qu'on comprend qu'effectivement, passé le moment de la consommation du bouquin, il y a la mise en pratique qui doit s'imposer, ou en tout cas qui est le prochain gros sujet. Alors, il y a quand même deux sujets. Il y a le sujet de ça marche bien pour les auteurs. Alors, ça marche pour quelques auteurs. Ouais. Je pense que l'industrie du livre, c'est pas l'industrie où il y a des best-sellers et des auteurs qui peuvent en vivre. C'est quelque chose quand même réservé à quelques-uns. Ouais. Donc ceux qui le font pas tout le temps en se disant je vais en vivre. Encore moins les entrepreneurs qui décident de partager leur savoir. A priori, ils ont réussi, ou s'ils ont échoué, ils vont partager sur leurs échecs, ce qui est aussi riche d'enseignement. Donc, est-ce qu'ils y gagnent ? Oui, mais ils le font rarement dans cet état d'esprit. Et qu'est-ce qui fait que ça sera aussi profitable pour le lecteur ? En fait, dès lors qu'on achète un bouquin qui répond à une problématique qu'on vit, il faut écrire clairement quel est l'objectif. Si j'achète un bouquin sur améliore mon marketing ou améliore mon retour sur investissement, c'est quoi la cible ? Je veux quoi ? Et surtout, et je pense que c'est un des trucs les plus compliqués qui soit, c'est qu'avant même d'ouvrir ce livre, c'est de se dire quelles seront les 3 actions, et idéalement la seule action, que je vais mettre en œuvre à la fin. Et elle ne doit pas être complexe. Parce que... Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te laisses... Quelque part, tu ne vas pas te laisser surprendre par le contenu du bouquin. C'est que tu dois avoir en tête que tu as une finalité claire. Donc, si je change un peu des romans où tu te laisses juste embarquer par l'histoire, mais au contraire, toi, ce que tu dis, c'est je lis un bouquin sur l'organisation de mon temps de travail. À la fin, je vais avoir 3 actions, enseignements / actions à mettre en pratique. Oui. Et il faut connaître l'objectif dès le début. Sinon, c'est comme aller au cinéma, c'est comme acheter un roman, c'est de se dire, je vais l'acheter, je vais passer un bon moment, ou lire une biographie. Lire une biographie, je vais passer un bon moment à découvrir, à me plonger dans la vie de quelqu'un. J'en retirerai juste du savoir, mais pas d'amélioration de ce qui a motivé l'achat, en fait, de ce bouquin. Oui, c'est très clair. Donc, tu as des conseils de mise en pratique sur ce sujet-là ou des choses que toi, tu as un peu développées pour dire, en fait, je sais comment passer de l'idée de la mise en pratique à la vraie mise en pratique. Moi, je suis passé par plein de stades, parce que je suis un très gros consommateur de livres. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si j'en avais pas lu plein. Lu et pas appliqué, d'ailleurs, certains aussi, hein, parce que comme tout le monde. Non, mais il y a eu un moment où à chaque fois que j'avais un défi plus important que le précédent ou qui me paraissait insurmontable, j'avais ce besoin de gagner en légitimité ou de gagner en savoir avant de faire. Donc c'était c'est un peu ce travers de surréfléchir, mais pour se sentir prêt, en fait.
Donc, comment est-ce que j'ai organisé les choses? C'est, je prenais un bouquin, un thème, et je l'annotais. J'ai annoté tous les bouquins, j'ai des carnets chez moi, plein de notes, dont le seul objectif, c'était de me dire, ça correspond à quoi pour moi, là maintenant? Je surligne pas les moments, je me dis, comment est-ce que ça, dans ma réalité, ça peut prendre naissance? Pour l'anecdote, la première boîte que j'ai montée, j'avais appris à coder dans un bouquin, il s'appelle Dreamweaver, donc autant dire que c'est sacrément vieux, hein, Oh là là, ça remonte. c'est les années 2000. Mon site e-commerce fonctionnait et j'avais décidé de faire confiance à une agence spécialisée dans le référencement pour m'aider à développer mon business en ligne. Un an après, je découvre qu'il y a les guidelines de Google et je me rends compte que tout ce qu'ils faisaient était contre les guidelines de Google. Ok, tout ce que l'agence qui était censée faire du référencement naturel faisait Était allait contre. à l'encontre des Exactement. guidelines de Google. Ok, pas mal. Tout. Ok. Donc je leur dis, attendez, j'ai découvert ça, c'est quoi ce bazar? Donc ils me disent, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Je leur ai dit, on coupe tout immédiatement, parce que c'était mon business qui était directement lié à ce risque-là. Ils m'ont dit, tu vas tout perdre. Je leur ai dit, on se donne rendez-vous dans un an, et dans un an, j'aurai récupéré les positions. J'ai acheté un bouquin à l'époque, c'était le référencement sur le net. Enfin, Olivier Andrieux, non? C'est pas ça? C'était la même époque, en Ouais. tout cas, ça c'est sûr. Et donc, je me forme au SEO seul. J'obtiens des super résultats. Qu'est-ce qui a été le trigger là-dessus? Un, la motivation. Mon business était en danger. Et deux, le coût du contrat qui représentait quelques dizaines de milliers d'euros par an. Donc, d'un coup, j'ai une motivation assez forte à comprendre comment ça marche et l'appliquer. Bien m'en a pris, parce que peu de temps après cette expérience, je suis devenu un des premiers SEO en France avec une belle expérience, parce que SEO des années 2000, Ouais, c'était rare. Et donc, c'est vraiment l'exemple d'un bouquin de développement professionnel à aiguiller ta vie professionnelle après sa lecture. Clairement. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait avoir des milestones d'action et de se dire, si je le lis, c'est pour telle finalité. Alors, du coup, on est face à une littérature qui est pléthorique. Il y a des bouquins sur à peu près tout, des méthodes, des checklists, ce qu'on veut. Est-ce que, fondamentalement, on risque pas de se retrouver, ou est-ce que c'était arrivé de te retrouver face à des injonctions contradictoires? Des livres qui disent il faut tout minuter, il faut être à la seconde près, d'autres qui disent il faut des plages de liberté. Comment est-ce qu'on peut réagir ou s'adapter face à ces conseils qui, quelque part, peuvent se contredire? J'ai l'impression qu'un jour, tu t'es retrouvé face à il faut du temps, il faut que rien ne soit planifié. Et à l'inverse, il faut que tout soit planifié, non? Ouais, exactement. Ouais. Alors, effectivement, tu vois, typiquement, dans l'agenda, il faut absolument tout timeboxer, y compris prévoir l'imprévisible, se prévoir des plages où on fait des calls, des plages où il n'y a pas de call, des plages où on est au bureau. Et puis, à l'inverse, ce qu'il y a de mieux, c'est le rien dans l'agenda. Ouais. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. En revanche, il y a très certainement la méthode qui te convient et la méthode qui convient au moment. Donc, parfois, tu auras besoin de tout timeboxer, pour reprendre cet exemple-là, et à l'inverse, d'autres fois, tu auras besoin, au contraire, d'être très ouvert. L'exemple de situation, c'est j'ai besoin de tout timeboxer parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire et je ne fais pas face. Donc, tu as besoin d'être très organisé. Et à l'inverse, quand tu es dans une réflexion stratégique, de budget, de plan d'action, etc., il faut que tu acceptes justement de ne pas tout timeboxer pour aller au fond des sujets, donc être dans du deep work et avoir une plage de temps de 1 heure, 2 heures, 4 heures devant toi, sans avoir à... Sans tout découper, par exemple, en 25 minutes, comme le veut la méthode Pomodoro, parce que c'est soit pas... Enfin oui, ça ne convient pas au moment, c'est ce que tu dis. Exactement, parce qu'à l'inverse, Pomodoro peut très bien t'aider à résoudre ta to-do list qui est longue comme le bras, et tu te dis, je m'accorde que 25 minutes par sujet, parce que j'ai besoin de le dépiler, en fait. Il faut qu'à un moment, tu sois en mode de création, de production. Et alors, un peu relié à ça, sauf qu'il y a tous ces conseils-là, et ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il faut savoir les adapter à soi. Ce qui était intéressant que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir un objectif quand on lit une méthode ou quand on lit un de ces livres. Puis, dans cet objectif, il y a l'adapter au moment ou à sa façon d'être. Et puis, il y a un autre truc, c'est que moi, j'ai un peu l'impression, et je pense que tout le monde la partagera, que dans un bouquin type, alors je reprends Deep Work, mais on peut en prendre parce que je l'ai relu récemment pour me plonger dans cette typologie de sujet, que 10% du bouquin contient l'ensemble des conseils, l'ensemble des méthodes, et que le reste, c'est
De la répétition. Comment est-ce qu'on fait pour en tirer au mieux le substrat de ces livres-là? Justement, parce que et parfois, d'une lecture qui est agréable, on finit par se dire, est-ce que je perds pas un peu mon temps? Parce que ça fait 15 fois que je relis les mêmes conseils. Ouais, alors c'est probablement ce qui est le plus difficile à faire. Euh, Parce que si tu lis un livre dans lequel tu vois beaucoup de mise en situation et tu as l'impression d'être dans la redondance, etc., c'est aussi le temps nécessaire à ce que tu sois connecté à la problématique et que l'auteur, en tout cas, essaye de faire en sorte d'être le plus large possible pour dire si vous vivez ce cas 1, 2, 3, 4, 5, mais au bout du sixième, t'en as ras-le-bol, mais ça va vous parler. Si tu le résumes à un post-it, tu vas rien faire. Alors que Ouais. quand tu t'es engagé émotionnellement pendant 1 heure, 2 heures à lire un contenu, tu es beaucoup plus engagé à l'idée d'en faire quelque chose. Mm. Maintenant, ce qu'il faut, c'est absolument envisager tes lectures avec cet objectif final. Sinon, c'est comme acheter une paire de baskets et les laisser dans le couloir en Et disant jamais j'irai aller courir. Et c'est tout le problème. Si tu achètes un bouquin comme tu achètes tes baskets et que tu vas pas courir, ça sert à rien en fait. Tu as fait tout le processus de bien les choisir, de dire est-ce que c'est bien pour le marathon, le semi-marathon ou que sais-je. Mais si tu fais rien, tu as perdu ton temps. Donc, comment est-ce que tu fais le tri? Par l'objectif et par les actions que tu vas en tirer. Et idéalement, une, et au mieux, trois, en fait. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de secret au secret. Je dis secret parce que ces bouquins te disent je vais te révéler un secret, mais le secret pour adapter le secret, c'est quand même un peu du bon sens, c'est qu'il faut mettre ça en perspective et qu'il faut se restreindre à une certaine discipline. Ça n'est pas magique. Ces livres-là ne sont pas magiques. Non, par contre, ce que ça peut faire, c'est que ça peut créer l'étincelle. Si on reste dans l'image de la magie, ça peut créer l'étincelle, ça peut donner envie justement d'être différent ou d'être dans un autre état. Euh, Lire les bienfaits pour un fumeur d'arrêter de fumer, est-ce que pour autant ça va l'aider? Enfin, c'est ce qui va déclencher le fait qu'il s'arrête de fumer? Probablement pas. Ça viendra que de lui en fait. Ouais. Donc, il faut impérativement avoir cette finalité-là en tête. Sinon, Ouais. on accepte carrément d'acheter un livre pour le plaisir de le lire en se disant je vais juste passer un bon moment et imaginer ma boîte différemment, un marketing fantastique en se disant j'ai bien voyagé. Génial. Ben, merci pour ce voyage, Seb, et à très bientôt pour un prochain épisode sur d'autres livres et d'autres réflexions. Merci beaucoup. Merci Guillaume.